Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Il y a 5 ans, la question avait dominé la campagne électorale pour les européennes. Climat, biodiversité, environnement, partout en Europe, le scrutin avait été marqué par une progression des partis écologistes, particulièrement en Allemagne. Et aujourd'hui, la planète ne refroidit pas, au contraire, pourtant les foules ne semblent plus très chaudes à entendre parler de climat. Le sujet dégringole dans le classement des préoccupations des Européens et les Verts stagnent dans les sondages allemands. Difficile de faire campagne avec ces thèmes-là. Est-ce que cela aura des conséquences pour la coalition à Berlin ? Et surtout, pouvons-nous nous permettre cette tiédeur face au changement climatique ? Quand le podcast a été lancé pour les élections législatives de septembre 2021, je terminais toujours les épisodes en disant qu'on pouvait parler et gloser tant qu'on voulait. À la fin, c'était aux Allemands de voter. En démocratie, c'est comme ça, jusqu'au scrutin, rien n'est sûr. Et d'autant plus quand c'est un continent tout entier, ou presque, qui se rend aux urnes. Et puis, je vous rappelle aussi que pour ces élections, les citoyens de l'Union européenne peuvent exprimer leur suffrage dans un autre pays que le leur. Bref, à mon avis, c'est le bon moment pour vérifier où vous êtes inscrit ou inscrite. Il y a 5 ans, le bond de la participation dans certains pays avait vraiment joué un rôle dans la répartition politique au Parlement européen et cela avait surpris plus d'un sondeur, comme quoi chaque voix a son poids. Alors, puisqu'on parle des sondages, nous avons les premiers pour l'Allemagne. La CDU-CSU, c'est-à-dire la droite conservatrice, est en tête avec environ 31% des intentions de vote. Puis arrive le parti d'extrême droite, AfD, avec 17%. Le SPD et les Verts sont juste derrière, avec respectivement 15,5% et 14%. Le troisième parti de la coalition, le FDP, le parti libéral, est à la peine avec 4%. Mais la campagne commence juste, il y a encore 2 mois avant le scrutin, et ce qui me frappe, jusqu'à présent en tout cas, c'est l'absence des questions de climat, notamment par rapport aux dernières élections ici en Allemagne. 2021-2019, c'était un vrai facteur de positionnement politique. Cela a changé et on va essayer d'expliquer pourquoi avec mon premier invité. Bonjour Marc Ringel. Bonjour Hélène Cole, ravi d'être avec vous. Nouvelle voix dans le podcast et pour cause, vous êtes depuis quelques mois le nouveau directeur du DFI. Ça tombe bien, vous êtes économiste, spécialiste des questions de transition climatique et de développement durable, que vous enseignez à Sciences Po à Paris. Alors première question, est-ce que vous aussi vous partagez ce constat ? J'ai lu dans la presse l'expression « Klimamüdigkeit », une fatigue climatique, les Allemands seraient fatigués par tous ces sujets. Est-ce que c'est un terme qui vous semble pertinent ? Oui, il faut mettre ça en fait dans la perspective. Donc on a la guerre en Ukraine, on a plus d'1 million de réfugiés en Allemagne, l'économie allemande est en récession, il y a une crise de logement, l'infrastructure comme les chemins de fer, ça pose des graves problèmes. Bref, dans ce contexte qu'on pourrait qualifier de polycrise, il y a beaucoup d'Allemands qui ont la perception qu'on a parlé trop de climat, mais trop peu des autres préoccupations. On a le sentiment qu'il y a des autres problèmes qui sont beaucoup plus importants que des soucis de climat. En fait, oui. Dans l'épisode précédent, on pointait que l'Allemagne traversait en ce moment une phase de morosité. Est-ce que ça expliquerait aussi peut-être en partie le recul des sujets climat ? En gros, les gens se disent de toute façon c'est trop tard, on n'y arrivera pas, alors à quoi bon ? Enfin, il y a tout à fait une certaine morosité, c'est peut-être moins lié au climat qu'au sentiment qu'on perd un peu les repères en général. On avait comme repère une Europe qui est ancrée dans la paix, une bonne relation avec les États-Unis qui est stable pendant des décennies, le libre-échange et une mondialisation bénéfique pour l'Allemagne. Et maintenant, tout ça, c'est en question. Et aussi l'insécurité sur la transformation climatique et énergétique du pays. Donc, beaucoup d'Allemands, dans ce sens, ont le sentiment que cette transformation n'aboutira pas aux résultats concrets. On bat des records avec des installations des énergies renouvelables, oui, tout à fait. On a réussi une réduction des émissions à gaz à effet de serre assez impressionnante l'année précédente. Mais quand même, il y a pas mal de choses qui restent encore à faire et on ne voit pas du tout le bout du tunnel. Donc là, on est vraiment entré dans une période où les coûts de la transformation sont très bien visibles, aussi à l'échelle individuelle, mais on est encore loin d'en tirer des bénéfices. Donc de là, une certaine désaveu par rapport aux politiques climatiques. Autre facteur peut-être aussi, l'impopularité du gouvernement d'Olaf Scholz. Les Verts, à ce stade, sont en repli, en tout cas par rapport au score record qu'ils avaient fait en 2019. Peut-être parce qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont plus le bonus de l'opposition. Disons que c'est vraiment les Verts qui paient le prix de la démoralisation, si je peux le mettre comme ça. Et c'est assez intéressant, en fait, si on regarde les sondages récents d'Ipsos, il y a à peu près
5% de la population qui estime que c'est les Verts, en fait, qui influencent la plupart des politiques actuelles. Donc de là, si on regarde les sondages, il y a quand même une stable 14% d'intention de vote pour les Verts. Mais ce qui a disparu, c'est l'effet que les Verts intéressaient un public ou un électorat beaucoup plus large que cet électorat de base en fait. Ils gardent leur niveau, mais voilà, l'époque où Habeck, le vice-chancelier, était censé devenir le prochain chancelier de l'Allemagne, ces temps-là sont bel et bien révolus. Donc cet effet est vraiment perdu pour les Verts. Oui, alors là, une petite précision peut-être, les sondages les donnent en recul par rapport aux européennes de 2019, mais 14%, c'est peu ou prou ce qu'ils avaient obtenu aux législatives. Cela dit, Marc Ringel, là, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Pour une majorité d'Allemands, ce sont les Verts qui sont responsables du mauvais bilan du gouvernement. Pourtant, quand on regarde ça avec un peu de recul, on voit qu'ils ont fait d'énormes concessions ces 2 dernières années. Ils ont par exemple accepté qu'on rallume des centrales à charbon, qu'on fasse venir du gaz naturel liquéfié, aussi sur les questions de défense, de sécurité, ils ont accepté les livraisons d'armes à l'Ukraine, etc. J'ai l'impression, au contraire, qu'ils n'ont pas été dogmatiques du tout. Oui, tout à fait. C'est ça ce qui est intéressant. C'est les Verts qui ont vraiment changé tout leur programme et pas mal de sujets qui étaient vraiment dans leur ADN. Et quand même, ils sont pris comme responsables pour voilà, la politique qui marche pas dans pas mal de secteurs. Ce qui reste dans les têtes, c'est cette fameuse loi sur la fin des chaudières à gaz, un vrai repoussoir pour l'opinion publique. Oui, il y avait très peu d'informations sur les détails du changement, c'était pas clair pendant des mois. On a présenté ça comme des mesures pour le climat, tandis qu'on aurait bien pu le présenter comme mesure contre la dépendance du gaz russe. Bannir les chaudières à gaz, ça sert à en fait stabiliser le système énergétique. Aussi, il y a des effets voilà, qui contredisent les efforts qu'on avait faits. Donc, on a remis les centrales à charbon pour compenser le gaz russe, par exemple. Et tout ça, ça n'est pas très bien passé avec l'électorat. Oui, centrale à charbon relancée, alors qu'au même moment, on arrêtait le nucléaire, ça a fait tiquer. Cela dit là, pour être tout à fait précise et aussi honnête, faut bien le dire sur le sujet, ces fameuses 15 centrales réactivées, mises en réserve le temps que l'Allemagne s'adapte aux conséquences de la guerre en Ukraine, eh bien, elles viennent là, le 1er avril, d'être éteintes à nouveau, comme s'était engagé le gouvernement. Marc Ringel, par rapport à il y a 5 ans, je vois aussi un autre changement. À l'époque, c'était les grandes heures du mouvement Fridays for Future avec Greta Thunberg. Ce mouvement avait vraiment bien pris en Allemagne, au-delà des jeunes d'ailleurs. Il y avait de l'empathie pour leur engagement. Là, l'effet est retombé lui aussi. Je dirais même que les militants climat, les jeunes, agacent, on ne les comprend pas. Comment on peut expliquer ce basculement ? Je dirais au début, on était très content d'avoir une jeunesse qui se réengage parce que là, si vous vous rappelez, il y a 10, 15 ans, il y avait la question sur le désaveu des jeunes pour la politique. Donc on a vraiment salué cet engagement avec les Fridays for Future, avec l'engagement pour le climat. Par contre, après, ce qui est passé, surtout avec la dernière génération, donc la letzte Generation, qui sont collés sur les rues pour interrompre le trafic, des jetés de peinture sur des tableaux ou le porte-Brandebourg, c'était plutôt vu comme des actions un peu anodines qui ne serviraient pas à grand-chose, surtout pas aux causes des politiques climatiques. Donc voilà, on a vu une jeunesse qui s'engage, mais aussi qui se radicalise sans avoir la possibilité d'apporter des solutions. Des casseurs, disons comme ça, qui n'ont abouti pas à grand-chose. À un certain moment donné, ça a un peu, je dirais, énervé le public général. En juin, pour la première fois, le scrutin est ouvert aux jeunes dès l'âge de 16 ans ici en Allemagne. Est-ce que ça peut avoir un effet pour le vote des Verts, par exemple ? Pour le moment, on n'a pas trop d'indications, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de sondage qui ont creusé dans cet électorat-là. Donc, non, pour le moment, il n'y a rien. C'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin. Faudra vraiment voir après le 9 juin. Mais au-delà des Verts, que font les autres partis politiques ? Ursula von der Leyen, par exemple. Présidente de la Commission européenne, c'est la tête de liste pour la CDU ici en Allemagne. On pourrait se dire qu'elle va pousser ces thématiques, puisque le pacte vert, c'est en quelque sorte son bilan à la tête de la Commission, mais pas du tout en fait. Elle fait profil bas, et d'une façon générale, les conservateurs allemands, CDU, CSU ensemble, passent leur temps à associer l'écologie à des interdictions, des entraves, etc. Officiellement d'ailleurs, c'est dans leur programme, ils demandent qu'on abandonne certains aspects du pacte vert de Ursula von der Leyen, par exemple la question du moteur thermique.
Abandonner, non, mais rééquilibrer à coup sûr. Donc, c'est toute une question de rebalancement du pacte vert. N'oublions pas que le pacte vert aussi de von der Leyen en 2019 n'était pas présenté juste comme une stratégie climat, donc la neutralité carbone, mais c'était en même temps présenté comme une stratégie de croissance économique pour le continent européen. Donc, du coup, là, c'est l'action économique qui prend la main en ce moment. On verra bien, je pense, survivre le pacte vert, mais est-ce qu'il va être appelé pacte vert 2.0? Je suis pas sûr. Ce sera probablement une stratégie verte industrielle européenne, quelque chose de ce sort-là, pour équilibrer, rebalancer vers des sujets économiques. Pour conclure, Mark Ringel, l'Allemagne va-t-elle dans la bonne direction? Il y a 1 an, dans le podcast, nous avions fait un épisode assez pessimiste qui pointait que l'Allemagne dérapait de sa trajectoire climat. Là, on a eu plutôt des bons résultats sur les réductions des émissions. Est-ce que c'est un bon signe? Je dirais en principe, l'Allemagne va dans la bonne direction, donc je vais être optimiste. Ceci dit, on a eu une période qui était assez difficile avec des mesures d'urgence comme substituer le gaz russe avec des centrales à charbon qui a détérioré le bilan climatique de l'Allemagne. On pouvait les fermer et maintenant on voit des émissions, des réductions des émissions à gaz à effet de serre records qui ont été constatées par le think tank Agora Energiewende, donc moins 10% par rapport à 2022, moins 46% par rapport à 1990, qui est assez énorme, mais que grande partie, c'est aussi le recul de la croissance, donc un effet structurel. On reste un peu dans la mi-chemin, on est en bonne direction, mais le chemin sera encore long. Où faudrait-il concentrer les efforts maintenant? Quand on regarde dans le détail, on voit que tous les secteurs de l'économie avancent bien, sauf celui des transports. Là, ça bouge pas. Prendre le train est toujours, voire de plus en plus, une galère ici. Et à l'inverse, on a l'impression que rien n'est fait pour faire descendre la sacro-sainte automobile allemande de son piédestal. J'exagère à peine. C'est- C'était toujours un secteur difficile, le transport. Donc, faut pas oublier que c'est le premier secteur d'industrie allemande, surtout dans le sud-ouest, qui est très très fort économiquement. Et voilà, ça montre assez le conflit économie-écologie. Outre changer la mobilité, ça veut dire changer le comportement de mobilité. Et voilà, je suis pas du tout convaincu que les Allemands soient prêts pour cela. Oui, c'est très ancré dans l'identité ici. C'est culturel aussi. Donc, dans les années 50, il y avait le proverbe Freie Fahrt für freie Bürger. Donc, voilà, libre mobilité pour les citoyens libres. Ça reste creusé dans les esprits allemands. Donc oui, c'est tout à fait aussi un effet culturel qu'on voit et ce qui est très, très, très difficile à changer. Merci beaucoup, Mark Ringel, directeur du DFI, pour toutes ces explications. Et on reste sur les routes d'Allemagne, théâtre d'une petite guerre culturelle. Ces derniers mois, des tensions sont apparues entre automobilistes et cyclistes à qui appartiennent les villes. Le combat fait rage sur le bitume et sur les réseaux sociaux. Certains s'érigent en citoyens modèles, à moins qu'ils ne soient d'horribles dénonciateurs. Le phénomène vaut bien un reportage. David Philippot. Casque et combinaison jaune fluo, il circule avec son vélo rouge dans toutes les villes d'Allemagne. Niklas, 18 ans, autoproclamé grand maître des signalements, traque les incivilités des automobilistes. Beaucoup croient qu'ils peuvent se garer où ils veulent. Alors moi, je donne un coup de main. Parce que la loi, c'est la loi. Eh oui, je peux être sévère. Dans la pratique de son hobby, comme il le dit, rien ne lui échappe, le dépassement horaire d'un ticket de stationnement ou le retard d'un contrôle technique. Armé d'un mètre pliable et d'une craie, il fait des marques sur un trottoir. La voiture déborde après le panneau. Donc, je marque d'abord sa position, puis je mesure la voiture pour vérifier de combien elle dépasse. Elle avance d'1 mètre dans la file des taxis. Voilà, c'est fait. Via une application, l'étudiant a signalé plus de 4000 infractions l'an dernier. Les 140 000 € qu'il se targue d'avoir rapportés dans les caisses des autorités sont théoriques, car toutes ces dénonciations ne sont pas suivies d'une contravention. Dans sa commune, à Grafenheichen, dans l'est du pays, la police n'arrive plus à suivre et le maire, Enrico Schilling, s'agace du zèle de son administré. C'est légitime, c'est aussi son droit, mais ce sont aussi des méthodes douteuses qui ne contribuent pas à la paix sociale, on va dire. Beaucoup de citoyens sont gênés et même se sentent harcelés. Ces bêtises doivent s'arrêter.
À Berlin, Andreas Schwide, alias Polizeibeobachter sur les réseaux sociaux, utilise une autre tactique. Il dénonce les véhicules garés dangereusement. Les couloirs de bus, c'est une zone grise, voire une zone de non-droit à Berlin. Presque un parking à plein temps pour les voitures. Comme ici, regardez le bus. Il doit faire un écart. Ou là encore, le vélo et le camion qui lui passera. Lui aussi dégaine facilement son téléphone. Bonjour, je voudrais quelqu'un pour constater une infraction. Dans la rue Grossbären, le véhicule en stationnement interdit bloque la piste cyclable. Son but est que la police appelle ensuite la fourrière. Pour ne pas surcharger les services, il ne dénonce pas plus d'une infraction par arrondissement et par jour. Certaines villes comme Dresde ou Francfort proposent maintenant des pages dédiées sur leur site internet où les citoyens sont invités à dénoncer l'incivisme des automobilistes. Bonjour Michel Derdevet. Bonjour Hélène. Président du think tank Confrontation Europe, notre partenaire pour cette saison autour des élections européennes. Et là aussi, ça tombe bien, tu es en train de finir un livre qui sortira mi-mai aux éditions Descartes et qui s'appelle « Énergie pour retrouver une ambition européenne », coécrit avec 2 économistes de Grenoble. Comment faire, Michel, pour parler climat, énergie, etc., si le plus grand pays de l'Union européenne, l'Allemagne en l'occurrence, met la tête dans le sable et évite soigneusement tous ces sujets en campagne électorale? On voit bien que l'Allemagne aujourd'hui, elle est dans un défi qui est très important. Que tout ce qui avait été une politique, d'ailleurs engageant à la fois le SPD comme la CDU-CSU, qui a été de consolider l'économie allemande à partir de gaz russe, s'est retrouvé s'effondrer. Et dès lors, avec du charbon qui continue à être une part importante du mix énergétique allemand, avec des importations de gaz naturel liquéfié qui renforce la dépendance vis-à-vis des Américains, on est dans un moment où vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des formations politiques allemandes, ce sujet arrive passablement compliqué ou complexifié, et sans qu'on voit se dessiner pour autant une solution pour le coup européenne. C'est-à-dire, moi, ce qui me marque dans les 2-3 dernières années, c'est que chaque pays diverge encore plus qu'il ne divergeait, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que chaque pays raisonne par rapport à ses atouts, ses priorités. Oui, je me souviens d'une époque pas si lointaine où on parlait quand même beaucoup de l'union de l'énergie, mais ce n'est plus le cas. Ce thème-là, aujourd'hui, il a reculé de 4 pieds. En Allemagne, la priorité en matière énergétique, c'est de protéger la compétitivité du tissu industriel. En France, on est plutôt orienté sur la protection du consommateur domestique, sans parler bien entendu de l'opposition nucléaire renouvelable qui, de mon point de vue, est absurde, puisqu'on aura besoin demain à la fois de nucléaire et de renouvelable si on veut se priver du gaz, quelle que soit sa provenance, du charbon qui émet du CO2 et du pétrole, bien entendu, qui aujourd'hui guide encore les transports dans toute l'Europe. Oui, mais jouer sur les clivages, le « eux » contre nous, c'est une façon relativement facile, en pleine période électorale, de marquer des points. Or, en ce moment, on a Scholz en campagne, Macron en campagne, et pareil pour tous les autres leaders de l'Union européenne. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, on voit bien que dans la campagne, on peut pas. C'est des sujets qui sont des sujets sans jeu de mots inflammables. C'est des sujets qui, dans l'opinion, peuvent amener telle ou telle catégorie de la population à vilipender un choix ou une orientation. Mais comment on règle ces questions d'acceptabilité? Donc on voit bien que tout ça, ça survivra au-delà du 9 juin 2024, dans des priorités de long terme. C'est des sujets de fond sur lesquels moi j'appelle de mes voeux une coopération franco-allemande pacifiée. Dans le livre que nous sommes en train de finaliser avec Patrick Criqui et Karine Sebi, on parle d'un armistice énergétique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se reparler entre Français et Allemands en sortant de tous les affrontements qu'il y a pu y avoir entre l'Alliance pour le nucléaire, l'Alliance pour les renouvelables, tout ce qui a marqué le terrain européen ces derniers mois et qui est stérile. Il faut qu'on ait un système énergétique européen résilient entre pays, donc qu'on ait des interconnexions encore plus développées. On a mis en place dans chacun des pays européens des compteurs intelligents. Il faut qu'on raisonne pour savoir comment on va récupérer les données, les mettre au service du consommateur. Donc il y a plein de sujets sur la table en dehors de savoir comment on produit l'électricité. Mais on voit bien qu'il faut qu'on traite les sujets de manière large en ouvrant le champ et en ne restant pas sur des affrontements qui font plaisir aux uns et aux autres. Sauf que lorsque je travaillais pour la presse quotidienne, la première question que me posaient les rédacteurs en chef après un sommet européen, c'était justement celle de l'affrontement. Qui l'a emporté à Bruxelles, la France ou l'Allemagne? Et c'est comme ça qu'une grande partie de l'opinion publique pense l'Europe aujourd'hui. Rappelons-nous, en 1951, on est capable de faire à la fois en même temps
la communauté européenne du charbon et de l'acier et de créer l'Union pour la coordination de la production et du transport d'électricité. C'est-à-dire qu'on a jeté les bases d'un grand système électrique européen unifié, interconnecté. Donc, c'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un peu des visionnaires qui soient capables de dépasser les débats internes géographiquement au pays ou aux opinions publiques ou aux partis pour essayer de se projeter au niveau européen. Jean Jaurès avait une formule « comprendre le réel et aller à l'idéal ». Il faut un petit peu qu'on incite la classe politique européenne à monter un petit peu en perspective. Mais comme je suis un optimiste, je pense qu'une fois que le 9 juin sera passé, les députés européens seront à l'œuvre et travailleront dans le sens qu'ils savent pratiquer, c'est-à-dire le consensus, le compromis pour construire la vraie Europe. Sauf si les électrices et les électeurs élisent un Parlement qui n'accorde pas plus de priorité que cela aux questions climatiques. En 2019, la Commission, elle se saisit du sujet, justement pour répondre à une attente démocratique, pour répondre à la vague verte. Si on n'a pas ça en juin, on fait quoi? On arrête de faire des efforts? Ça peut être le risque, mais je pense que malheureusement, d'ailleurs pour nous tous, c'est que la réalité climatique, elle est là. L'impact climatique va se rappeler à l'opinion des Européens. Et là, les citoyens, ils vont se tourner vers leurs dirigeants et dire, alors qu'est-ce que vous avez fait? Au-delà des débats aujourd'hui sur pacte vert, y en a-t-il assez, pas assez, trop et tout, il y a une réalité qui est la réalité des mutations à vitesse grand V de notre environnement, des risques climatiques et de la nécessité urgente de réagir tant qu'il est encore temps pour trouver des solutions et, de mon point de vue, bien sûr, des solutions communes au niveau européen. Pardon d'insister, mais c'est une vraie question démocratique que se posent d'ailleurs à la fois les politologues et les experts du climat. Comment faire la transition si le peuple ne suit pas, si les gens disent non à ce qu'ils voient comme une écologie punitive qui leur rend la vie impossible et très chère? Mais je pense qu'il ne faut pas surtout se tromper. C'est-à-dire la résilience ou l'adaptation, les deux maîtres mots de la transition, ça se passe d'abord dans les territoires. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ne néglige pas le fait que tout ce qui est fait au niveau local peut générer des consensus, qu'on peut avoir une acceptation plus grande de telle ou telle orientation quand elle est débattue, quand il y a une approche citoyenne à la clé. Et donc, il faut rebâtir la démocratie européenne en s'appuyant sur la force des territoires. Et de ce point de vue, l'Allemagne a une culture décentralisée qui est un atout. Nous, Français, on a un petit effort à faire pour renverser notre vision en matière de politique énergétique et de politique climatique et en essayant de donner aux collectivités un peu plus d'espace de respiration et un peu plus de responsabilité. Comment on finance tout ceci? Les communes, les territoires ne roulent pas sur l'or, même ici en Allemagne? Je pense qu'il faut surtout raisonner en regardant des outils nouveaux. Quand on regarde la transition énergétique, ça va mobiliser, les chiffres évoqués, c'est par dizaines, centaines de milliards d'euros. Donc on n'y arrivera pas avec des outils actuels. C'est aller vers des outils nouveaux, par exemple la création d'un fonds souverain énergétique. Ça veut dire qu'on mobiliserait, comme on l'a fait pour le Covid, comme on l'a fait pour le plan Next Generation EU, un volume significatif pour financer la transition. Et on peut le faire d'autant plus que le bas de laine des épargnants européens, il est constitué, il y a des dizaines, des centaines de milliards d'euros inutilisés, épargnés mais non fléchés vers des investissements utiles à la transition. Il faut organiser tout ça. On a un outil qui s'appelle la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour gérer ce fonds souverain européen qui pourrait faire le pendant à la démarche américaine de l'IRA. Sauf que ça, pardon Michel, mais les Allemands n'en veulent pas. Le ministre fédéral des Finances, le libéral Christian Lindner, il est arc-bouté sur ce point. Il rappelle qu'il y a encore des sous non utilisés dans le fonds Covid, et ce fameux fonds, il a été accepté par Berlin à la condition qu'il soit un outil exceptionnel, à n'utiliser qu'une seule fois. Celui qui a négocié ça, à l'époque, le ministre des Finances allemand, c'était Olaf Scholz. Et les Allemands, ça je peux vous le dire, ils se souviennent très bien de cette promesse. Oui, mais rappelons-nous la position allemande avant le lancement du plan Next Generation EU. Il y avait aussi l'idée que jamais au grand jamais, on ne ferait de la dette, et jamais au grand jamais, on changerait les fondamentaux de la coopération économique. Donc ça veut dire que heureusement que les positions ne sont jamais figées et que le bon sens peut parfois l'emporter. Deuxième idée pour cette question du financement, c'est l'idée de mise en place d'un livret d'épargne européen de la transition. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les petits épargnants aujourd'hui, s'ils ont envie de changer la planète, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Ils mettent leurs économies où? Et donc, pourquoi ne créerait-on pas au niveau de l'Union la capacité
pour le citoyen européen de mettre ses petites économies dans un livret d'épargne qui serait communautarisé et qui permettrait là aussi d'alimenter, de financer la transition. C'est des propositions très simples, pas très compliquées à mettre en place, encore faut-il qu'il y ait la volonté politique. Merci Michel Derdevet. Je retiens cet appel à la volonté politique, voire une certaine audace, si j'ai bien compris. En tout cas, oui, l'action locale au plus près des citoyens permet souvent de faire bouger les choses. Et en fin d'épisode, vous le savez maintenant, avec notre Minute K, nous mettons en avant des exemples de ce genre. Aujourd'hui, Robin Dens, du Forum franco-allemand pour l'avenir, nous emmène à Hort, une minuscule commune de 600 personnes dans le nord-est de l'Allemagne, commune bien connue désormais pour son grand parc éolien, détenu à 25% par les habitants et la municipalité, et ça fait toute la différence. Écoutez. Ce projet de participation financière a contribué à augmenter nettement l'acceptabilité au sein de la population. La collectivité et les citoyens détiennent ensemble 4 éoliennes et génèrent chaque année des sommes autour de 600 000 € de revenus pour cette toute petite municipalité qui, avant le développement de ce parc éolien, était toujours presque dans le rouge et qui maintenant est en mesure de pouvoir investir dans une crèche, dans une nouvelle caserne de pompiers et dans d'autres infrastructures qui bénéficient à l'intérêt général. Ce qui est aussi intéressant, c'est les mesures compensatoires, en fait, qui ont fait partie du concept du promoteur, notamment une vieille étable en amiante, en plein milieu de cette municipalité qui a été rasée et au lieu de laquelle a été mis en place un verger dont profitent maintenant les habitants, ce qui a grandement participé, encore une fois, à l'acceptabilité. Voilà pour l'aventure éolienne de Hort dans le Mecklembourg-Vorpommern et dont le modèle a déjà été copié plusieurs fois dans la région. Le Forum d'avenir franco-allemand créé par le traité d'Aix-la-Chapelle identifie et accompagne ce genre de projet parce que bien souvent, ce qui marche dans un pays a de fortes chances de fonctionner dans l'autre aussi à condition d'en avoir entendu parler. Et c'est chose faite. Si vous êtes resté à l'écoute jusqu'ici, merci pour ça. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous allons monter en puissance en mai et juin pour les élections. Laissez-nous le temps de préparer tout cela. Le podcast avec un K revient donc seulement début mai. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.